Bonjour, je suis le docteur Gabriel Potin, urologue depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet intime, parfois délicat, mais extrêmement actuel. La consommation de pornographie et son impact sur notre cerveau, notre désir et, à long terme, sur notre vie sexuelle réelle. Si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous ayez déjà été exposé, au moins une fois dans votre vie, à des contenus pornographiques. Voilà une réalité que personne ne peut vraiment nier. Mais ce que peu de gens savent, c'est comment cette exposition peut influencer nos choix, notre sensibilité au plaisir, notre perception du corps de l'autre, et parfois même ruiner l'intimité dans le couple. Et ce n'est pas une exagération, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les enquêtes menées auprès des hommes jeunes montrent que entre 80 et 100% d'entre eux consomment de la pornographie de manière régulière. La plateforme la plus connue, Pornhub, reçoit plus de 115 millions de visites chaque jour, et certaines périodes ont même dépassé les 2 milliards de visites en un seul mois. Quant à OnlyFans, cette plateforme où l'on peut payer pour du contenu personnalisé, elle compte aujourd'hui près de 350 millions d'utilisateurs actifs. Autrement dit, la pornographie n'est plus un tabou isolé dans l'ombre. Elle fait maintenant partie du quotidien de millions de personnes, jeunes et moins jeunes, dans le monde entier. Mais pourquoi notre cerveau y est-il si sensible? Pour comprendre cela, permettez-moi de vous parler d'une petite molécule merveilleuse et complexe à la fois, la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur essentiel. Elle n'est pas simplement la molécule du plaisir, comme on l'entend parfois. Elle est surtout la molécule du désir, de l'anticipation, de la motivation à aller chercher quelque chose que l'on croit agréable. Elle nous pousse à agir et elle enregistre dans notre cerveau les souvenirs des plaisirs passés pour nous inciter à les rechercher à nouveau. Imaginez par exemple que vous voyez l'image d'un chocolat fondant, doux, sucré, vous pouvez presque sentir son arôme. Instantanément, votre cerveau déclenche un signal de désir. Vous vous dites « Tiens, j'en mangerai bien un ». Vous sortez peut-être en acheter. Vous le dégustez, et votre cerveau récompense cette action par une décharge de dopamine. Ce souvenir agréable s'enregistre, et la prochaine fois, vous n'aurez même plus besoin de réfléchir. Votre cerveau se souviendra tout seul du plaisir passé et vous poussera à recommencer. Ce système est naturel, sain, vital pour l'être humain. C'est lui qui nous pousse à manger, à nous socialiser, à aimer, à créer des liens affectifs. Mais, et c'est là que les choses deviennent essentielles à comprendre, plus la récompense est intense, plus la décharge de dopamine est forte. Et plus cette décharge est forte, plus le cerveau va vouloir reproduire l'expérience. La pornographie exploite précisément ce mécanisme. Elle n'offre pas un plaisir doux, progressif, comme celui d'une relation réelle, mature, qui se construit dans le respect et l'affection. Elle offre une stimulation immédiate, intense et sans effort. Et le cerveau, lui, ne sait pas faire la différence entre une expérience vécue et une stimulation artificielle. C'est ici que commencent les risques. Car à force d'être surstimulé, le cerveau peut s'habituer, se désensibiliser. Et cela peut, avec le temps, altérer le désir réel, l'excitation lors de relations authentiques, voire même provoquer des troubles de l'érection d'origine psychogène ou une perte d'intimité émotionnelle dans le couple. Mais nous en parlerons plus en profondeur dans la suite. Je reprends. Nous parlions du chocolat comme exemple de ce que l'on appelle un superstimulus. Le chocolat libère dans notre cerveau bien plus de dopamine qu'un aliment simple, naturel, comme pourrait l'être un légume. Soyons honnêtes entre nous, combien d'entre vous se lèveraient spontanément de leur fauteuil pour aller acheter un brocoli? Probablement pas beaucoup. Ce concept de superstimulus est fascinant, car il ne concerne pas uniquement les êtres humains. On l'a observé dans un très grand nombre d'espèces animales. Lorsque l'on présente à certains animaux une version augmentée, plus intense, plus colorée, plus sucrée, plus excitante d'un stimulus naturel, ils ont tendance à privilégier cette version artificielle, parfois jusqu'à négliger la nourriture ou les comportements essentiels à la survie. Notre cerveau fonctionne de la même façon. Alors, la question devient logique. Et si la pornographie agissait exactement comme ce superstimulus? Eh bien, c'est précisément le cas. La pornographie, tout comme la nourriture ultra transformée, offre une récompense rapide, intense, facile d'accès, presque instantanée. Il vous suffit de tendre la main vers votre téléphone ou votre ordinateur. Pas de rencontre, pas d'échange émotionnel, pas de lente montée du désir, juste une stimulation directe, puissante, visuelle. On ouvre la vidéo, et immédiatement, notre cerveau reçoit cette vague de dopamine. Cette gratification immédiate, ce plaisir éclair, peut, à long terme, poser de graves difficultés. Pour bien comprendre cela,
Rappelons rapidement le fonctionnement de la réponse sexuelle humaine. La sexualité naturelle se déroule en plusieurs étapes. Un stimulus, il peut être tactile, le contact de la peau, olfactif, émotionnel ou mental. Une pensée, un souvenir, une fantaisie. L'excitation, elle monte progressivement. Le pic, l'orgasme, accompagné chez l'homme de l'éjaculation. Puis la résolution, un retour au calme hormonal et nerveux. Dans la sexualité réelle, l'excitation est des multisensorielles. Le toucher, la chaleur de l'autre, la respiration, les regards, l'odeur de la peau, la proximité, l'émotion, tout cela s'additionne. Mais dans la pornographie, il n'y a presque que le visuel, un seul canal d'excitation. Et pourtant, il est surstimulé. Non seulement le stimulus est unique, mais il est aussi exagéré, intensifié. Des corps mis en scène, des performances irréelles, des angles de vue impossibles, parfois des pratiques extrêmes, et surtout une absence totale d'intimité émotionnelle. L'utilisateur, lui, observe la scène comme un spectateur externe, en troisième personne. Il n'est pas acteur de sa sexualité, il devient consommateur de sexualité. Et plus on répète ce processus, plus le cerveau s'habitue à ce niveau élevé, constant, artificiel de stimulation, et c'est là que les complications commencent. Le cerveau commence à demander toujours plus pour obtenir la même intensité de plaisir. Les scènes douces, réelles, simples, deviennent insuffisantes. Le désir envers son partenaire peut diminuer, et peuvent apparaître des troubles de l'érection d'origine psychogène, c'est-à-dire non liés à un problème physique, mais à une difficulté du cerveau à répondre à une stimulation naturelle. Mais nous n'en sommes qu'au début, car à partir de là, quelque chose d'encore plus profond peut se mettre en place, la dépendance comportementale. Revenons à notre sujet. Lorsque l'excitation sexuelle est nourrie presque exclusivement par le stimulus visuel, comme c'est le cas avec la pornographie, quelque chose de très important se produit. L'individu se déconnecte progressivement du corps, du contact réel, de l'autre, et même de ses propres sensations internes. Et j'aimerais vous poser une question simple mais très révélatrice. Si quelqu'un dépend essentiellement de la stimulation visuelle pour s'exciter, que se passe-t-il lorsque la lumière est éteinte, lorsqu'il n'y a rien à voir, mais seulement à sentir, toucher, respirer? Beaucoup de personnes me l'ont confié dans mon cabinet. Dans ces situations, l'excitation peut diminuer brutalement, voire disparaître, parce que le cerveau s'est habitué à un type de stimulation précis, voire. Le deuxième problème, encore plus sérieux, est que la pornographie nous expose à des corps, des scènes et des performances qui ne correspondent pas à la vie réelle. On y voit des acteurs avec des physiques extrêmement travaillés, des actrices aux formes accentuées, des pénis anormalement grands, des positions acrobatiques, des rythmes mécaniques, sans pause, sans respiration, et parfois même des actes brutaux, bruyants, agressifs. Et surtout, des performances longues, presque inhumaines. Dans la vraie intimité, la relation sexuelle est vivante, parfois maladroite, douce, parfois plus passionnée, mais elle respire. Elle inclut les imperfections, les pauses, les émotions, la tendresse, le rire, l'écoute. Mais dans la pornographie, tout est scénarisé, surjoué, exagéré. Et il y a un détail dont on parle rarement, le montage. Ce que vous voyez dans une vidéo, ce sont souvent plusieurs scènes assemblées, des moments répétés, des pauses coupées et même des corrections visuelles. La couleur de la peau peut être retouchée, les marques effacées. Certains tons comme le rose ou le rouge peuvent être accentués pour stimuler davantage l'œil. Bref, on crée un super stimulus visuel, encore plus puissant que la réalité. Alors, lorsque nous revenons à la sexualité réelle, celle qui se vit avec un être que l'on aime, notre cerveau peut se retrouver déçu parce qu'il a appris à désirer l'irréel. Le troisième problème de la pornographie est qu'elle est à la demande. En quelques clics, vous choisissez le type de corps, la situation, la scène, le rôle, le nombre de partenaires, l'environnement. C'est un menu infini. Et lorsque le cerveau peut toujours choisir quelque chose de plus intense, plus nouveau, plus transgressif, il modifie ses standards. Ce qui est doux, simple, naturel, devient trop peu. Le partenaire réel, même aimé et précieux, peut sembler insuffisant. Non pas parce qu'il l'est, mais parce que le cerveau a été éduqué à attendre autre chose. On le voit très clairement chez ceux qui passent des heures à faire défiler des vidéos, ouvrant plusieurs onglets, incapables de se décider. Ce n'est plus du plaisir, c'est une recherche compulsive de la prochaine décharge de dopamine. Et maintenant, nous arrivons au quatrième problème, dont on parle très rarement. Je vais simplement prendre une petite gorgée de café. Et si ce que je vous explique vous semble utile ou intéressant,
N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Cela peut sembler un détail, mais cela m'aide énormément. Certaines plateformes limitent mes contenus lorsque je parle de sexualité avec trop de clarté, et votre soutien est précieux. Nous allons maintenant aborder un point beaucoup plus intime, l'impact du porno sur l'estime de soi et la relation de couple. Le quatrième problème, et c'est un point que j'observe très souvent en consultation, concerne l'habituation à la stimulation en solitaire. Lorsque quelqu'un s'habitue à se stimuler seul, il développe, parfois sans même s'en rendre compte, des habitudes très précises. Un rythme particulier, une pression spécifique de la main, l'usage d'un objet ou un angle particulier. Ce sont des gestes faits sur mesure, adaptés exactement à ses sensations personnelles. Le problème apparaît lorsque cette personne se retrouve dans une relation intime avec quelqu'un d'autre. Le partenaire, évidemment, ne peut pas reproduire ces rythmes millimétrés. Le corps de l'autre, sa respiration, sa manière de bouger, sa chaleur, tout cela est différent. Et dans ces cas-là, l'excitation peut diminuer. Il peut devenir difficile d'atteindre l'orgasme, voire même de parvenir à éjaculer. C'est ce que l'on appelle l'éjaculation retardée, un phénomène beaucoup plus courant qu'on ne le pense, mais dont on parle très peu, parce qu'il touche directement l'estime de soi masculine. Le cinquième problème, c'est la tolérance. Comme avec toute substance ou tout comportement qui stimule puissamment la dopamine, le cerveau s'habitue. Ce qui, au départ, suffisait, ne suffit plus. Le cerveau demande plus longtemps, plus d'intensité, plus de nouveautés ou quelque chose de plus extrême. Vous avez peut-être déjà vu quelqu'un, ou peut-être vous-même à un moment donné, passer de longues minutes, voire des heures, à chercher la vidéo parfaite. Plusieurs onglets ouverts, sans parvenir à se décider. Mais en réalité, ce n'est pas la recherche de plaisir, c'est la recherche de dopamine, de cette montée anticipée, presque fiévreuse. Et paradoxalement, plus la recherche est grande, moins la satisfaction arrive. On se retrouve dans un cycle, plus de désir, moins de plaisir. C'est là que la pornographie devient problématique et que le système de récompense du cerveau commence à se dérégler. Et pour comprendre cela en profondeur, revenons à ce concept clé dont nous avons parlé, les stimuli supernormaux. Dans la nature, il existe des exemples fascinants. Les chercheurs ont observé des espèces d'oiseaux à qui l'on présentait des œufs artificiels, plus grands, plus colorés, plus brillants que leurs œufs naturels. Et vous savez quoi? Les oiseaux abandonnaient leurs véritables œufs pour couver ces versions exagérées, parce que ces œufs les stimulaient davantage leurs signaux instinctifs. Mais l'exemple que je préfère, personnellement, est celui du scarabée. On a filmé un scarabée mâle essayant de s'accoupler, non pas avec une femelle, mais avec une bouteille de bière. Pourquoi? Parce que les reflets dorés, le motif de la surface et la texture rappelaient de manière exagérée la carapace d'une femelle. La bouteille était un super stimulus, une version amplifiée de ce que la nature a prévu, et l'animal a choisi l'illusion plutôt que la réalité. La pornographie agit exactement de la même façon sur le cerveau humain. Elle est, ni plus ni moins, une bouteille de bière pour notre désir, une version amplifiée, retouchée, surstimulée, de quelque chose qui, à l'origine, est profondément humain, doux, riche, émotionnel et vivant, la sexualité partagée. Dans l'exemple du scarabée dont nous parlions, la seule différence entre la femelle réelle et la bouteille de bière était que cette bouteille était plus grande, plus brillante, avec des reflets qui amplifièrent les signaux instinctifs que le cerveau de l'insecte associe normalement à l'accouplement. La bouteille était devenue un super stimulus. Les mâles de cette espèce recherchent naturellement des femelles, larges, accessibles et ne présentant pas de résistance. La bouteille remplissait toutes ces caractéristiques, mais de manière exagérée. Le superstimulus était tellement puissant que le scarabée s'est mis à ignorer la réalité autour de lui. Sur certaines images, on le voit même se faire attaquer par des fourmis, jusqu'à en mourir, car il reste fixé, absorbé, obsédé par cet objet artificiel. Ce qui est tragique, c'est que l'animal ne reconnaît plus la vraie femelle, celle qui pourrait réellement donner lieu à la reproduction. Le superstimulus remplace la réalité. Et, mes amis, chez l'être humain, ce mécanisme se produit beaucoup plus souvent que ce que l'on ose admettre. Nous voyons ce phénomène dans la malbouffe, bien plus riche en sel, sucre et gras que n'importe quel aliment naturel, les réseaux sociaux, où l'on reçoit micro-stimulation sur micro-stimulation, les jeux vidéo, conçus pour capturer l'attention et récompenser en continu, et bien sûr la pornographie, qui est une version amplifiée, intensifiée, scénarisée de la sexualité. Ces superstimuli sont tous construits pour hacker notre cerveau.
Il contourne les circuits naturels du plaisir pour offrir une gratification instantanée, mais éphémère. Et, comme toujours, lorsque la récompense est artificielle, elle laisse un vide derrière elle. C'est pour cela que, depuis quelques années, on parle de plus en plus du usage problématique de la pornographie. Ce terme n'a rien de moraliste. Il ne s'agit pas de dire ce qui est bien ou mal. Il s'agit de constater cliniquement que certaines personnes commencent à rencontrer des difficultés dans leur vie quotidienne à cause de cette consommation. Et vous allez le voir, les données scientifiques sont très claires. Alors, que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque la pornographie cesse d'être occasionnelle et devient une habitude? Eh bien, cela a été étudié. En 2014, une équipe de chercheurs a comparé 2 groupes d'hommes, 28 patients présentant un usage problématique de pornographie et 24 hommes témoins n'ayant pas ce type de difficulté. Ils ont réalisé des examens de résonance magnétique fonctionnelle afin de mesurer l'activité cérébrale en direct. Les résultats étaient stupéfiants. Chez les hommes consommant trop de pornographie, l'activité dans une région du cerveau appelée le striatum ventral, qui est une zone clé du système de récompense, était beaucoup plus élevée lorsque les sujets anticipaient l'arrivée d'images sexuelles. Mais, et c'est là le point central, cette activité chutait au moment de voir réellement ces images. En termes simples, le désir explose avant le stimulus, mais le plaisir réel est décevant. C'est exactement le mécanisme de la dépendance. On désire plus, mais on profite moins. C'est comme avec le chocolat de notre exemple du début. Plus la promesse du plaisir est grande, plus notre cerveau s'emballe. Mais le plaisir ressenti diminue à mesure que la stimulation est répétée. Ce n'est donc pas seulement une question de morale ou de société, c'est une question de neurobiologie. Reprenons cette idée. C'est comme si vous mangiez ce fameux chocolat, mais que, soudainement, il n'avait plus le goût que vous attendiez. La promesse était forte, mais la satisfaction n'est pas au rendez-vous. Dans l'étude dont je vous parlais, la région du cerveau qui s'activait puissamment à l'anticipation des images érotiques, le striatum ventral, est un élément essentiel du circuit de récompense. Il régule la motivation, le désir et les comportements de recherche du plaisir. Mais ce n'est pas tout. On a également observé des modifications dans d'autres zones du système nerveux, notamment l'amygdale, liée aux émotions, et le cortex préfrontal, qui est le centre du jugement, de la prise de décision et du contrôle des impulsions. Pour dire les choses simplement, avec le temps, le cerveau demande plus de stimulation pour ressentir la même intensité de plaisir. Cela entraîne un cycle compulsif. On cherche le stimulus parfait, on passe de vidéo en vidéo, d'image en image, on ouvre plusieurs onglets, on fait défiler, on compare. Mais rien ne suffit. On entre dans une sorte de boucle infinie dont il devient difficile de sortir. C'est exactement le mécanisme que l'on retrouve dans de nombreuses addictions, beaucoup de dopamine dans la recherche, mais très peu dans le plaisir final. Et bien sûr, ce phénomène ne touche pas seulement le cerveau. Le corps, lui aussi, réagit. La pornographie ne façonne pas uniquement le désir, mais également la manière d'agir pendant les relations intimes. Elle modifie les attentes, les gestes, la perception du corps de l'autre et de son propre corps. Je le vois tous les jours dans mon cabinet, depuis plus de 20 ans. De nombreux hommes arrivent en consultation parce qu'ils vivent une pression énorme lorsqu'ils sont avec un partenaire. Ils pensent, souvent inconsciemment, qu'ils doivent durer longtemps, maintenir une érection parfaite, reproduire des mouvements mécaniques, offrir une performance sans faille, comme dans les films. Et cette pression est tellement forte qu'elle empêche l'érection elle-même. Ce n'est pas le corps qui ne fonctionne pas, c'est l'esprit qui est saturé. La peur de ne pas être à la hauteur bloque physiquement la réponse sexuelle. Et c'est souvent à ce moment-là que l'on me consulte pour ce que l'on appelle trouble de l'érection psychogène, éjaculation retardée ou diminution du désir en présence du partenaire. Vous n'imaginez pas combien d'hommes vivent cela en silence. C'est pour cette raison que j'ai conçu, d'ailleurs, un programme thérapeutique spécifique destiné à aider ceux qui perdent leur érection lorsqu'ils se sentent observés, paniquent au moment de mettre un préservatif ou n'arrivent pas à retrouver l'excitation naturelle dans la relation réelle. Je l'ai créé parce que cela se soigne, parce qu'il existe des moyens concrets, pratiques, progressifs, pour rééduquer le cerveau et retrouver une sexualité vivante, douce, réciproque, humaine. Et c'est justement ce que nous allons commencer à explorer maintenant. Vous trouverez facilement, dans la description de cette vidéo, le programme dont je parlais tout à l'heure. Si vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un, un ami, un partenaire, un fils, un frère, n'hésitez pas à le partager. Parfois, un simple geste peut changer une vie. Mais j'aimerais insister sur quelque chose d'important. Cela ne s'arrête pas à la dysfonction érectile.
La consommation régulière de pornographie peut également entraîner l'éjaculation précoce, puisque le cerveau s'habitue à rechercher, puis à libérer, la tension très rapidement, la baisse du désir, car la stimulation naturelle ne produit plus la même intensité, et, comme nous l'avons évoqué, l'éjaculation retardée, qui est bien plus fréquente que ce que l'on croit, et peut devenir très souffrante psychologiquement. Ce sont des situations que je rencontre tous les jours dans mon cabinet. Elles ne concernent pas uniquement les jeunes, elles touchent aussi des hommes de 50, 60, parfois 70 ans, qui ont grandi dans une époque où l'on n'osait pas parler de sexualité. Des hommes qui se sentent perdus, honteux ou seuls face à ces difficultés. Et c'est justement pour cela que je fais ce type de contenu, pour informer, pour soutenir, pour dédramatiser, pour trouver des solutions. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour accompagner, et je veux vraiment que vous reteniez ceci. Le passage entre une utilisation anodine de la pornographie et une utilisation problématique peut être très subtil. Ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas une question de ce qu'il faut ou de ce qu'il ne faut pas. C'est simplement une question de bien-être, de plaisir réel et de connexion authentique. Le plaisir devrait être quelque chose qui nous réunit, qui nous rapproche, qui nous apaise, pas quelque chose qui nous isole dans notre tête. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, comprendre plus en détail les effets de la pornographie sur le corps, les hormones, la prostate, la mécanique sexuelle, je vous ai préparé une autre vidéo juste ici, à droite de votre écran. Si elle n'est pas encore disponible au moment où vous regardez ceci, elle le sera très prochainement. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, permettez-moi simplement de vous dire merci. Merci pour votre temps. Merci pour votre attention. Merci de soutenir ce travail. Un travail qui, parfois, est limité ou censuré simplement parce que j'ose parler de sexualité de manière honnête et scientifique. Votre soutien compte. Un simple j'aime, un commentaire ou un abonnement aide réellement cette chaîne à continuer d'exister. Je vous en suis profondément reconnaissant. Je suis le Dr Gabriel Potin, urologue depuis plus de 20 ans. Je vous remercie, sincèrement. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez.